Et comme convenu, Dominique Paillet nous a rejoint. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Donc tu portes la parole du premier parti de France, l'UMP. Et aujourd'hui, eh bien, dans la rue, ça n'était pas le premier parti de France, c'était 2 millions de manifestants, selon la CGT. Alors tu vas me dire, les chiffres de la police ne sont pas les mêmes, mais quand même, c'était des gens qui disaient, cette réforme des retraites, elle ne nous convient pas du tout. Oui. Et tu t'en fous? Pas du tout. Mais si, pas du tout. Tu as l'air de t'en foutre totalement. Je les ai. Ça se lit sur ton visage. Je les ai écoutés. Ah, tu les as écoutés? Je les ai écoutés. Je le note, ça avec beaucoup d'attention. Oui. Et je pense qu'il y avait dans leur demande, à travers les slogans, un certain nombre de points tout à fait justifiés. Ils souhaitent que la réforme soit juste, et certains ont mis l'accent sur des points de la réforme qui méritent d'être un peu travaillés. La pénibilité, le travail des seniors, les polypensionnés, bref, nous sommes très ouverts à tout cela dans la majorité. Donc nous allons poursuivre le dialogue avec eux. D'ailleurs, je crois même, mais je peux me tromper, que le ministre du Travail ne va pas tarder à recevoir les organisations syndicales. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réforme et l'économie de l'ossature que nous avons proposée pour la dite réforme. Mais pour autant, il y a encore des marges de manœuvre. En fait, vous l'avez très bien joué. C'est passé comme sur du velours, grâce au mondial sans doute, à l'effet des Bleus qui est très inattendu. On aurait préféré un autre effet. Oh, mais non, c'est pas vrai. Ah si. Ah bah, si. Attends, non, du coup, les retraites s'est enterré grâce à ça. Karl, on aurait préféré gagner. Mais dis la vérité. C'est qu'ici, on dit la vérité. Eh bien, je dis la vérité. Non, tu ne dis les pas la retraites ne sont pas enterrées et les performances de l'équipe de France ou les contre-performances sont pitoyables. Mais ça, on va y venir. Alors, je vais te raconter une anecdote tout à fait personnelle. Je descends dans le parking et ils étaient en train de changer le chauffage. Je me retrouve donc face au chauffagiste qui me prend la tête immédiatement en me disant « Monsieur Zéro, est-ce que vous trouvez normal? Regardez le boulot qu'on fait. » Alors, il me montre. Effectivement, c'était très pénible. Il me dit « Vous imaginez qu'on va bosser jusqu'à 62, 63 ans? Mais regardez, j'ai 40 ans, je suis déjà semi-mort. » Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Oui, mais je pense que c'est un manque d'à-propos, ce qui est très surprenant chez toi. Parce que... Oui, je ne suis pas l'UMP en même temps, donc je n'ai pas les fiches Bristol que vous avez dans vos poches. Ce qui est vrai, c'est que sans doute, son métier est difficile. Mais ce que nous souhaitons, c'est notamment lui permettre, en fin de carrière, de diversifier ses activités. Ce garçon a forcément un savoir-faire intéressant. Il bénéficie d'une expérience dans son domaine de compétences. Mais qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, nous pouvons imaginer pour lui un tutorat. C'est ce qu'a proposé Éric Woerth. C'est-à-dire qu'il passera une partie de son temps à aller faire part de son expérience, à enseigner, à former les jeunes générations. C'est quand même une fin de carrière extrêmement exaltante. Donc, tout est possible, il suffit d'avoir un peu d'imagination, Karl. Et je crois que tu en manques. Mais tu aurais dû faire comique, tu aurais dû faire... Tu es d'un tel aplomb, tu es extraordinaire, Dominique. Merci, je le prends comme un compliment. Mais avec les années, parce que tu es un expert dans le domaine. Tu t'es madré, c'est incroyable. Tu ne scies pas, tu arrives à me sortir ça. Tu me vois expliquer au mec dans le parking. Non, toi je ne le vois pas, parce que ça n'est pas ton domaine de compétence. Donc ça c'est clair. C'est clair que véritablement ça ne laisserait pas toi. Mais non, je lui aurais dit, bonne nouvelle, tu vas pouvoir faire un tutorat, et ça, tu sais, c'est vraiment génial. Mais tu n'aurais pas su lui expliquer. Pas du tout, pas du tout. Tu sais bien que dans le corps de métier qui est le sien, nous manquons de personnel. Ah bon? Il y a là, ah oui, bah je le découvre au moment où les tu me le dis, mais en même temps j'en suis ravi. etc. Et donc ce sont des métiers extrêmement intéressants, des métiers tout à fait nobles, qui rapportent à ceux qui les exercent. Et donc nous avons le devoir de former de jeunes générations à ces métiers-là. Et l'apport de l'expérience de ceux que tu m'as cités est essentiel. Très bien, je te passerai leur dossier. Alors, puisque le gouvernement ne pliera pas sur l'âge de la retraite, quelles sont les portes qui restent ouvertes? Le gouvernement ne pliera pas sur l'âge de la retraite, c'est une évidence. Et si on écoutait le FMI et son directeur général, Strauss-Kahn, socialiste, il faudrait encore aller beaucoup plus loin dans le recul de l'âge de la retraite. Ah, il parle de quoi? Il demande des décisions ambitieuses de ce côté-là. Ça veut dire qu'il a envie que vous les preniez... C'est dans l'avis du FMI... dans l'avis du FMI du 15 juin. Ça veut dire qu'il veut que vous les fassiez passer avant qu'il devienne président en 2012. Quelque sorte. Mais tu sais, les socialistes ont toujours fait comme ça. Ouais. Quand Balladur a réformé les retraites du privé en 93, il a fait passer le temps de cotisation à 37 ans et demi. Cri d'orfraie dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'y étais. Les socialistes, la main sur le cœur, ont juré qu'ils remettraient en cause cette mesure. Quand Jospin est arrivé, il a oublié de le faire. Est-ce que tu prends le pari que si les socialistes passaient en 2012, totalement, ils ne toucheront à rien? À rien. C'est une politique du coucou. C'est-à-dire on fait le boulot difficile et ensuite ils s'installent dans le nid.
Alors, Éric Woerth, donc le ministre du Travail que tu citais à l'instant, il a quand même des problèmes, cette affaire Bettencourt. Ça tombe mal, ça tombe à pic. Est-ce que c'est un truc qui est prémédité pour toi? C'est surprenant, en tout cas, cette affaire. Cette affaire est surprenante parce qu'elle vise quelqu'un qui est au cœur de l'actualité pour mener une réforme difficile. Et donc, je suis, moi, dubitatif. Alors, qui a lancé ça? C'est quand même pas Darcos, qui aurait été jaloux parce qu'il avait été... Alors, tu pourrais sourire quand même quand je fais une vanne. Non, parce qu'entre nous, c'est vrai que la politique est un monde impitoyable, mais entre nous, les vacheries ne vont pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas ri. Bon. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au-delà de cette coïncidence troublante, Éric Woerth, qui est un homme, un type honnête, et j'en atteste, qui est quelqu'un qui a toujours été rigoureux, n'a rien commis d'illégal. Et ceux qui le connaissent bien, et notamment à gauche, j'ai entendu ce matin Didier Migaud, n'en disent que du bien. Et si je cite Didier Migaud, c'est qu'il était, il y a peu encore, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, et qu'à ce titre-là, il a eu accès à la fameuse liste des contrevenants fiscaux qui nous est arrivée de Suisse. Et ce matin, il a dit très clairement qu'aucun ministre du budget n'avait autant fait qu'Éric Woerth contre la fraude fiscale. Oui, en même temps, il a été nommé assez récemment, si j'ai bonne mémoire, par Sarkozy. Oui, mais il est magistrat, donc, il est totalement libre. Il serait malvenu qu'il commence à cracher dans la soupe. Pas du tout, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. Être à la tête de la Cour des comptes, c'était exercer un magistère totalement indépendant. Il est tranquille pour 12 ans, si je puis dire. Il n'a de compte à rendre à personne. Je pense qu'on ne peut pas lui faire l'injure de penser qu'il a renvoyé un quelconque ascenseur. C'est un poste qui te plairait, la Cour des comptes? Le problème, c'est que je ne pourrais pas y exercer ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la pédagogie telle que ce soir, je la démontre sur ton plateau. Le débat, parler. Alors, il y a un sondage d'Ipsos, je ne sais pas si tu l'as vu, qui vient de sortir avant le G20, ou qui va se tenir au Canada. 8% des Français seulement estiment que l'économie de leur pays se porte bien. Oui. Et nous avons le taux quasiment le plus bas des pays riches. Oui, enfin, moi, ce qui me surprend dans ce pays, qui est quand même un pays merveilleux, alors je sais bien qu'on vient de rater une Coupe du Monde, mais c'est un pays merveilleux, c'est que nos concitoyens ne goûtent pas la qualité de vie qui est la leur et l'environnement dont ils bénéficient. C'est quand tu regardes leur attitude, par exemple, ils épargnent énormément. Alors même que nous avons un système de protection sociale, c'est-à-dire une protection collective, égalée nulle part ailleurs. Tu veux qu'il claque du pognon? Tu veux quoi? Il n'y a que des paradoxes. Oui, je veux qu'il claque du pognon pour pouvoir consommer, pour pouvoir faire tourner nos industries, pour pouvoir faire tourner nos commerces. Et ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils gèrent en bon père de famille. C'est un pays merveilleux. La France est un pays merveilleux. Tu es un furieux. Et les Français, malheureusement, ne le comprennent pas. Ils ont peur de l'avenir et ils ont tort. Parce que quand ils sont malades, ils sont soignés. Quand ils sont à la retraite, ils sont payés. Quand ils sont au chômage, ils sont indemnisés. On a peur aussi de l'avenir puisqu'on supprime la Garden Party. Ce qui était quand même une très belle tradition française. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a moi-même un peu attristé. C'est vrai. J'attends la confirmation du président de la République parce que j'avais beaucoup de plaisir à m'y rendre, surtout depuis l'accession de Nicolas Sarkozy. Oui, avant, tu n'étais pas invité, je te rappelle. J'étais invité en tant que parlementaire, oui, mais je n'y allais pas forcément de gaieté de cœur. Voilà. Mais pour autant, je crois qu'il faut des mesures symboliques pour bien montrer aux Français que partout on serre les boulons parce que c'est nécessaire. Mais Ségolène Royal dit que les entreprises qui avaient préparé les petits fours d'avance, elles seront quand même payées. Donc parce que Ségolène Royal était elle-même employée par les entreprises avec un petit tablier blanc à faire les toasts. Voilà, elle sait tout, Ségolène Royal. Elle a un petit CDD chez Potel et Chabot. Elle sait tout, mais alors je ne vais pas en dire de mal, puisqu'elle dit qu'elle porte plainte contre moi. J'attends toujours les plaintes d'ailleurs, mais non, Madame Royal, c'est Madame Soleil. Alors maintenant, les Bleus, ces Bleus qui partent à la retraite plus tôt que prévu, je pense que ça t'a affligé. Non, j'ai trouvé que nous ne méritions dans cette Coupe du Monde que ce que nous avons cherché à obtenir. Nous avons été qualifiés grâce à une main, si je puis dire, ou à cause d'une main. C'était un acte d'anti-jeu réel. Nous n'avons pas fait de mea culpa là-dessus. Nous avons fait des matchs pitoyables dans ce premier tour. Nous avons un entraîneur qui est en dessous de tout et des dirigeants de la 3F qui, s'ils avaient un peu d'honneur, auraient déjà démissionné. Il faut refonder le football français et en tout état de cause, je préfère que les ruines s'installent sur le champ de jeu de notre football et que nous puissions reconstruire convenablement plutôt que d'avoir à consolider des murs qui de toute manière se seraient écroulés un jour. C'est donc pour ça que Sarkozy appelle à des états généraux du football, j'imagine. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il appelle à ça un jour où les gens sont dans la rue. Tu me diras, pas tous les gens, mais il y a quand même du monde dans la rue pour manifester à propos des retraites. Il me semble qu'il l'a fait hier. Oui, mais enfin...
Il reçoit Titi, l'homme de la main. Discrètement. Titi Henry. Discrètement, oui. J'ai regardé la porte du coq. La porte du coq. Oui, la porte du coq, mais il le reçoit quand même. Certes, mais il faut bien entendre un certain nombre de ses joueurs, et notamment les plus capés. C'est parce qu'il est gréviste lui aussi, à sa façon. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est qu'il a demandé à voir le président sur un sujet important. Mais tu ne crois pas que les Français préféreraient qu'ils reçoivent, je ne sais pas, Thibault, tu vois, enfin... Mais il les a reçus, il les recevra. Le dialogue est permanent. Oui, mais quand il les reçoit, il les entourloupe. Et pas par la grille du coq. Tu le sais très bien qu'il les entourloupe à chaque fois. Ah, écoute, ça, il faut leur demander ce qu'ils en pensent. Mais le président de la non, République n'entourloupe personne. Ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire. Tu sais bien comment ils sont. Alors, les Bleus ont snobé, y compris les supporters qui les attendaient à l'arrivée. Pourquoi est-ce qu'ils sont si mal élevés, ces Bleus? Mais écoute, je ne saurais répondre. Moi, je trouve que c'est pitoyable. Tu sais que les jeunes et les moins jeunes ont presque cette équipe en référence. Et voir leur comportement, mais ça me débecte, je te le dis. Parce qu'on pense à celle de 98. Oui, et puis même, je veux dire qu'il faut avoir, quand on porte le maillot de l'équipe de France, un peu de décence, un peu d'honneur, un peu de bienséance, un peu de respect de ceux qui vous soutiennent. Et donc là, manifestement, ils ne l'ont pas. Quel était le but de la visite de Nicolas Sarkozy en Seine-Saint-Denis cette nuit, sans caméra Eh bien justement, c'était de prouver non seulement qu'il était capable d'aller sur le terrain, mais qu'il était capable d'y aller pour discuter avec ceux qui y vivent des problèmes qu'ils rencontrent en dehors de tout feu médiatique. Enfin, à chaque fois qu'il se déplace, vous êtes parmi les premiers, quand je dis vous, c'est tes confrères journalistes, à le suivre d'ailleurs à un rythme effréné, mais à critiquer le fait qu'il y a la presse, les médias, etc. Et là, quand il y va, seul, en quelque sorte, à la rencontre des habitants, on critique le fait qu'il n'y ait pas les spotlights des médias. Je trouve qu'il y a des paradoxes là aussi qui me font rire. Nicolas Sarkozy fait son job, il était hier sur le terrain, il le sera encore la semaine prochaine, que ce soit à La Courneuve ou ailleurs, il rencontre les Français. Un mot pour conclure sur Stéphane Guillon, Didier Porte, viré de France Inter. C'est un petit peu de l'esprit français qui s'en va? Non, on peut rire de tout. Moi, je suis de ceux qui rient de tout, à condition qu'il y ait un peu d'élégance. Tu penses qu'il manquait d'élégance tous les deux? Je pense qu'il ne manquait pas de grossièreté. Je les ai vus traiter Madame Aubry de pot à tabac, ou je les ai entendus plus exactement, parce que c'était à la radio. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Je ne ris absolument pas des grossièretés. Mais chacun peut faire comme il l'entend. C'est un problème interne de gestion à France Inter, la décision. Oui, mais tu es bien conscient que la France Inter, ils ont été nommés également par le château. Oui, et alors? Et alors, j'ai pas l'impression que Jean-Luc Hess ou Val soient des gens qui sont des subordonnés du château. Ces gens-là ont une personnalité, ils font vivre leur chaîne d'information, leur chaîne de radio, comme ils l'entendent. Moi, je puis t'assurer que Guillon et Porte, qui faisaient sans doute rire un certain nombre de ceux qui goûtent cet humour, en écœuraient un certain nombre d'autres. C'est une décision totalement autonome des dirigeants de France Inter, dont acte. J'irai écouter, c'est ce que je faisais déjà, des comiques ailleurs, et notamment Canteloup. Canteloup est élégant. Merci Dominique Paillet d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci de m'avoir invité. Mais attends, rendez-vous demain pour le best-of du Sarko Info pour ceux qui ont raté la semaine. À bientôt.